Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce deuxième épisode de notre nouveau format santé avec un point d'exclamation. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné par Émilie Letzner, compère de longue date. Oui, et amie également. Donc bonsoir à tous. Moi, je suis Émilie Letzner, je suis interne de psychiatrie et comme Cadris le disait, je suis aussi une des cofondatrices de la Fabrique des soignants. C'est vrai que ce soir, donc, comme tu le disais, c'est notre deuxième session de notre nouveau format santé. Le premier épisode, d'ailleurs, est disponible si vous voulez le revoir, notamment sur des formats courts qu'on est en train de diffuser sur tous les réseaux sociaux. Et puis, comme la dernière fois, l'objectif, c'est qu'on puisse discuter, échanger pendant 1 heure autour d'un apéro sans alcool pour donner la parole aussi à celles et ceux qui font le soin au quotidien. Tout à fait. Et pour cette émission spéciale Grand Âge, on est très heureux d'accueillir Didier Chenet. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous les deux. Et du coup, c'est toi qui as voulu choisir le cocktail de cet épisode-là, parce que, on a encore du mal à bien mettre les cocktails au sein de cette émission, qui, je rappelle, est un santé avec un point d'exclamation, donc il y a la polysémie. Et donc là, on t'avait choisi un mojito sans alcool. Bon, qui est un mojito bien non chargé. Ouais, bien non chargé. Voilà. En tout cas, bien chargé en gingembre. Bon. Alors, pour te présenter, et n'hésite pas à me couper si je me trompe, après avoir passé plusieurs années à la PHP, qu'on embrasse, en tant qu'infirmier, tu décides de te tourner vers l'associatif. Tu deviens cadre de santé dans un CMPR, c'est-à-dire un centre de médecine physique et de réadaptation, et tu décides ensuite de reprendre tes études à Sciences Po, qu'on embrasse aussi, un peu moins, pour la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, tu es directeur général de la Fondation Normandie Génération. Je ne crois pas que c'est un rapport avec le parti de Benoît Hamon non plus. Pas du tout. Okay. Et délégué régional Normandie de la FEAP. La FEAP, ça ne parle pas forcément à beaucoup de personnes, alors que c'est une fédération relativement importante. Tu nous en diras un peu plus, mais pour expliquer rapidement, c'est donc la fédération des hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaire. Elle représente plus de 4000 établissements et services. Et sa mission, c'est de garantir un accès aux soins égal pour tout le monde, quel que soit l'âge, le handicap et la pathologie. Et donc, la FEAP est partenaire de cette émission-là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur la FEAP ? Je crois que tu as très bien présenté la FEAP. En fait, oui, cette fédération représente des organismes gestionnaires, donc des associations ou des fondations qui sont à but non lucratif et des structures qui accueillent des enfants handicapés sur le champ médico-social, des adultes handicapés, là aussi sur le champ médico-social, des structures hospitalières, des structures sociales. Et puis aussi pas mal d'EHPAD qui accueillent donc et d'autres services annexes qui accueillent des personnes âgées. En fait. Alors justement, en parlant de vieillesse, c'est vrai qu'en préparant l'émission, on s'est un peu aussi posé la question de finalement qu'est-ce que c'est la vieillesse ? Parce que en fait, en soi, il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a des définitions, mais qui sont assez larges et parfois aussi même assez personnelles. Alors, pour l'OMS, par exemple... Il y a toujours de très bonnes définitions sur tout, d'ailleurs. Oui. À partir alors, eux, ils considèrent qu'en fait, on commence à vieillir à partir de 60 ans, qu'on est d'abord un jeune senior, puis qu'on commence la vieillesse à la fin de cette première période, puis que finalement, entre 75 et 90 ans, on est senior, puis dans une vieillesse un peu tardive, et puis que finalement, à 90 ans, on est considéré comme grand senior. Donc il y a finalement différents paliers qui tendent vers ce qu'on peut appeler le quatrième âge. Et puis c'est vrai que ce soir, on avait un peu aussi envie de se poser la question
de ce que ça représente, de qu'est-ce que c'est la place aujourd'hui des personnes âgées dans notre société, d'autant plus qu'on est amené à avoir un vieillissement de la population de plus en plus important. Et c'est vrai que je pense que notre définition, quand on en discutait, qui est venue au début, c'était de se dire, c'est d'abord l'âge de la sagesse et du savoir, avant toute chose. Et que finalement, dans les faits, quand on a commencé à voir un peu plus les chiffres, on se rendait compte aussi que les personnes âgées sont souvent d'ailleurs dans une situation de grande précarité et aussi dans une situation d'isolement. On peut avoir d'abord une précarité économique. Aujourd'hui, on a près d'un senior sur 10 qui vit sous le seuil de pauvreté, mais aussi parfois une précarité affective avec des personnes qui peuvent être dans des situations d'isolement et de grande solitude, comme je le disais. Et moi, je reprends un peu aujourd'hui ma casquette là de médecin, mais moi, je trouve que dans les soins, ce qu'on va constater aussi beaucoup, c'est parfois des comportements d'agisme, de la part même de professionnels, hein, c'est-à-dire cette discrimination à part entière qui peut avoir des conséquences importantes sur leur santé. Globalement, l'agisme, c'est quoi ? C'est considérer que parce qu'une personne, elle est âgée, c'est normal qu'elle ait tel ou tel symptôme, par exemple de la tristesse, et donc que finalement, puisqu'elle est triste parce que potentiellement elle est isolée, on ne va pas la traiter avec des antidépresseurs. Et que donc on peut passer à côté de ça, et c'est ça qui pour nous est quand même important. Et tout ça, ça montre aussi une certaine forme de déshumanisation progressive des individus vieillissants, ce qui pose aussi plus largement la question de la considération de la société face aux différentes vulnérabilités, qui est une question qui doit beaucoup t'intéresser, et de la prise en charge de ces vulnérabilités. Et pour faire une petite trêve cinématographique, parce que j'aime bien le ciné, c'est ce que Agnès Varda entreprenait de faire dans ses films, et notamment dans son avant-dernier documentaire réalisé avec JR en 2017, Visage Village, très beau titre, où il s'agissait justement de filmer les personnes âgées, principalement des femmes, qui sont souvent les plus oubliées, de recueillir avec soin leurs paroles, donner à voir leur visage pour leur retirer des gouffres de la mémoire collective et officielle. Bon, un sacré programme. Et toi, Didier, c'est quoi ton rapport à la vieillesse et comment tu arriverais à définir le mot vieillesse ? Alors, le définir, je ne sais pas si je saurais le définir. En tout cas, je vous rejoins tous les deux sur ce que vous avez pu dire, mais en tout cas, dans notre expérience de gestionnaire, à la fois de maisons de retraite, mais aussi en étant très proche aussi des services et des associations qui interviennent à domicile. C'est un peu ce que tu as dit tout de suite, c'est que il y a beaucoup de personnes âgées qui sont fragiles, qui sont isolées, et particulièrement, on pense souvent à nos campagnes ou dans les villages un peu isolés, mais je pense qu'en ville aussi, et on l'a bien vu d'ailleurs pendant le Covid, hein, il y a une sorte de solidarité qui s'est mise en œuvre pour justement, et on a découvert en fait qu'on avait plein de personnes âgées, seules, dans leur appartement à Paris ou dans les grandes villes, et à la campagne, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, tout s'est arrêté, mais ils sont toujours là en fait. Et donc, c'est tout l'enjeu de la société et le devenir de cette société par rapport au grand âge. On sait que dans les 15-20 ans à venir, on va avoir de plus en plus de personnes âgées. On va tous vieillir, comme on le sait. Et au regard du diagnostic que nous réalisons aujourd'hui par rapport à nos établissements, par rapport aux services qui sont proposés pour les personnes âgées, on est déjà en très grande difficulté, mais je crois qu'on va y revenir après. La question vraiment est cruciale. Qu'est-ce qu'on veut pour nos personnes âgées ? Qu'est-ce qu'on veut pour nous, demain, pour nos parents, pour nous-mêmes, dans les 15-20 années à venir ? On se dit la France, pays droit de l'homme. On dit beaucoup de choses sur la France. Oui, on dit beaucoup de choses pour la France, mais en attendant, c'est quand même assez martelé assez fréquemment ce type de choses, à la fois aussi pour la protection de l'enfance, hein, on le dit souvent, et on connaît l'État. Là, aujourd'hui, le sujet, c'est la personne âgée. On attend une loi grand âge qui ne vient pas. Il y a une loi qui a été votée cet été pour améliorer un petit peu les conditions, notamment la prévention, on va revenir après. Mais la loi grand âge, en fait, tout le monde la reporte, mais concrètement, il faut vraiment qu'on se mette autour d'une table pour y travailler et pour réfléchir ensemble, mais surtout avec les acteurs de santé et de l'accompagnement pour réfléchir aux 20 prochaines années, aujourd'hui, on n'aura pas assez de solutions. Oui, puis ça veut aussi parler de notre futur, en l'occurrence. Et c'est notre futur. Et puis, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, du coup,
on va en parler tout à l'heure, hein, donc comme on disait, donc cette loi, mais aussi donc la question des EHPAD, même aussi les questions des scandales qu'on a pu avoir sur ces sujets-là. Et puis parler aussi de la campagne que vous avez réalisée avec la FEAP. Oui. On voulait aussi parler un peu d'actualité, pas parler que du futur, mais aussi d'aujourd'hui. Et puis donc cette semaine, on a vu passer sur les réseaux une enquête qui a fait du bruit sur la sexualité des Français et des Françaises, dont on voulait vous reparler un petit peu rapidement. Oui, tout à fait. Donc, c'est la 4e grande enquête sur la sexualité des Français, après quand même celle de 2006. Et il s'en est passé des choses depuis 2006. Il y a eu 2 élections de Trump, notamment. Donc, une enquête colossale menée sur plusieurs années, avec plusieurs dizaines en fait, de milliers de participants, 30 000 de souvenirs. Donc, la recherche a été menée par l'INSERM et à l'initiative de l'Agence nationale de la recherche sur le sida, l'ANRS. Et les chiffres en disent long sur l'évolution de la sexualité en France. Oui, donc les premiers chiffres que normalement vous devez pouvoir voir en ligne évoquent déjà que l'âge médian du premier rapport sexuel a augmenté par rapport aux chiffres de 2006, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis ce qui change quand même pour le coup pas mal, c'est le nombre de partenaires qu'on peut avoir au cours de la vie, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc aujourd'hui, les femmes déclarent en moyenne 8 partenaires contre 16 pour les hommes, contre environ 3 en 92 pour les femmes et donc 11 pour les hommes à ce moment-là. Et c'est vrai que... tu veux peut-être dire 3 mots par rapport à ça ? Moi, du coup, j'avais écouté sur France Inter l'interview notamment des 2 chercheuses qui s'étaient occupées de cette recherche-là. Et sur cette différence, justement, de partenaires entre les femmes et les hommes, elle révélait que les femmes n'avaient pas forcément la même définition, en fait, du partenaire sexuel, où un plan cul d'un soir n'était pas forcément considéré comme un partenaire sexuel chez les femmes, tandis que chez les hommes, globalement, bon, ça compte, quoi. Et donc, on peut voir aussi à travers cette différence-là, bien évidemment, la question du patriarcat, la question aussi du rapport à la virilité, parce qu'un homme qui a plus de partenaires, on dit souvent qu'il a la cote. Et quand c'est une femme, on a plutôt tendance à utiliser d'autres mots qui sont un peu moins jolis. Donc cette enquête, je trouve qu'elle constitue aussi une bonne base pour réfléchir sur les rapports qui existent entre les différents genres et aussi avec les différentes minorités sexuelles et de genre. On verra ça un peu plus tard. Oui, et puis c'est vrai que ça se voit aussi sur les chiffres liés à la masturbation. Parce que finalement, à peu près 90% des hommes et 75% des femmes déclarent l'avoir pratiqué. Et c'est quand même plus élevé que dans les années 60, mais la différence de genre est toujours aussi marquante. Et donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit quand même que le tabou sur l'éveil à la sexualité et aussi donc l'éducation à la sexualité tout court est quand même encore assez présent et qu'on manque aussi de cours, d'informations par rapport à ça. L'autre point aussi qui me semblait important de signaler, c'était l'utilisation du préservatif, qui est en baisse depuis les années 2000, comme on peut le voir aussi sur ce même graphique. Et puis, je pense que c'est aussi représentatif de notre génération, parce que l'épidémie de VIH, pour nous, elle est quand même assez loin par rapport aux années 90, même si le VIH, évidemment, on le rappelle encore, circule encore et qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Mais c'est vrai que même on en discutait, en comparant dans nos groupes de potes, on a quand même aussi beaucoup plus ça paraît beaucoup moins choquant aujourd'hui, malheureusement, de ne pas utiliser des préservatifs que ça pouvait être le cas il y a quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on le rappelle, la PrEP, ça permet donc de réduire les risques et que les traitements sont aussi plus efficaces. Prophylaxie pré-exposition, pour rappeler ce que ça veut dire. C'est ça. Donc c'est un traitement qu'on prend avant et après les rapports sexuels et qui protège quasiment à 100% quand c'est bien pris de la contamination, seulement de la contamination VIH. Donc ça ne protège pas des autres IST. Mais avec la PrEP vient tout un suivi où il y a des tests à faire tous les 3 mois. Donc ce qui est quand même une période de un rythme de test assez régulier. Et on voulait aussi parler de la communauté LGBTQIA+, dans cette enquête, où on voit qu'il y a aussi une évolution sociétale par rapport à ça, où en 2023, près de 70% des femmes et environ 55% des hommes considèrent l'homosexualité comme une sexualité comme une autre. Donc bon, c'est des chiffres qui grandissent, mais on est quand même loin des 100%. Et c'est encore plus loin pour la question de la transidentité, car là, on est en dessous des 40% à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc il y a quand même un long chemin à faire pour une réelle acceptation, quand on sait aussi que, en parallèle, une personne sur 1000 a engagé des démarches pour changer de genre.
Donc voilà, ça reste c'est quelque chose qui concerne quand même pas mal de personnes, mais on est loin de cette transmania qui parfois est évoquée chez certaines personnes un peu trop réac. Surtout dans certains médias, oui. Oui, voilà. Donc, Toi, du coup, je sais pas si d'ailleurs ces chiffres-là te font réfléchir ou te font réagir par rapport à cette enquête. Oui, je pensais que en fait, les personnes étaient plus à l'aise avec le sujet et qu'il y avait des réponses plus importantes. Oui, finalement, la question est toujours présente. Ouais. Et ça pose aussi la question, toujours sur les personnes LGBTQ, et puis sur la médicalisation aussi de ces minorités-là. Et ça, c'est un sujet aussi qu'on va essayer d'aborder dans notre 3e épisode de Santé, le 10 décembre, avec Jean-Victor Blanc, où on parlera notamment de chemsex. Oui, et puis donc après, il y avait d'autres chiffres qu'on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails, parce que je vois déjà le temps file, mais il y avait aussi toute la question par rapport aux victimes de violences sexuelles, et qui reste toujours aussi important, d'ailleurs qui même c'est un peu majoré là, sur la dernière enquête. Et donc on le rappelle, il y a toujours le 3919, 3114, c'est moi, c'est pour les problématiques liées au suicide, qui est donc un numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences, qu'il ne faut évidemment pas hésiter à appeler en cas de besoin, et également le réseau Maison des femmes, qui peut accompagner sur ces problématiques-là. Et puis il y avait, sur une note un peu plus légère, la question de la sexualité des plus de 50 ans. Et du coup, on revient sur notre sujet et on voit qu'entre 50 et 80 ans, plus de la moitié des femmes et 74% des hommes ont une vie sexuelle bien active. Et donc, est-ce que tu peux réagir un peu sur tout ça? Comment aussi tu vois, t'abordes cette question de la sexualité dans les différents établissements que tu peux gérer? Oui. Déjà, je dirais que nos EHPAD, les établissements qui accueillent les personnes âgés sont des lieux de vie, donc c'est des reflets de la société, c'est les mêmes sujets que la société. Alors certes, les personnes sont accueillies dans des structures avec des murs, mais ils ont les mêmes besoins, les mêmes envies que tout le monde. Et c'est effectivement un sujet qui est traité au sein de nos établissements. D'ailleurs, c'est accompagné, c'est géré dans le cadre de l'accompagnement individualisé du résident avec le personnel soignant, le personnel d'accompagnement. Et puis, il y a encore parfois des freins. Et pour lever les tabous, bien, on propose des sensibilisations et des formations auprès du personnel aussi. Mais je suis d'accord avec toi, et qu'il y a un vrai sujet sur l'accompagnement par les professionnels de santé. Bien sûr. Enfin, le professionnel tout court, d'ailleurs, pas que de santé. Pas que de santé, et, voilà. mais même de l'information. Parce que tu vois, là, je parlais de l'agisme tout à l'heure, mais donc on n'imagine même pas que ces personnes âgées puissent avoir une sexualité. Et en fait, il y a plein de moyens pour accompagner cette sexualité-là, et d'ailleurs pas que pour les hommes. Je pense par exemple au gel lubrifiant pour les sécheresses vaginales, parce que la ménopause peut entraîner et la carence œstrogénique peut entraîner des sécheresses vaginales. Et pour des personnes qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'en utiliser dans leur sexualité avant, ça peut être un outil comme d'autres. Et il ne faut pas hésiter donc à c'est justement le rôle des professionnels, pas que du soin, d'accompagner, de conseiller aussi, justement. Et donc, on voulait rentrer dans le vif du sujet, tout simplement en te posant la question, c'est quoi, en fait, diriger un établissement comme un EHPAD ou s'occuper de ce genre d'établissement? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste réellement? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, dans la présentation qui a été faite, je dirige une fondation et j'accompagne des directeurs et directrices qui gèrent eux-mêmes ces EHPAD appartenant à la fondation. Aujourd'hui, je dirais que le directeur ou la directrice d'un EHPAD, c'est le couteau suisse en fait de l'établissement. Alors quand je dis le couteau suisse, il doit être à la fois un expert en RH, en relations sociales, relations humaines. Il doit être un expert en qualité. Il doit être un expert en finance. Il doit être un expert en termes de relations humaines avec les résidents et les familles. Et il doit être un expert aussi en système d'information médicale, puisqu'on informatise maintenant, dans le cadre de la politique de santé nationale, tous les établissements médico-sociaux. Et donc, concrètement, moi qui représente pour le coup la fédération au niveau de la Normandie, la fédération FEAP au niveau de la Normandie, et qui reçoit quand même pas mal de mes collègues dans cette situation, on arrive à une situation d'extrême fragilité, puisque en fait,
Il s'éloigne de plus en plus du terrain, de la relation avec les résidents, avec les familles, alors que c'était vraiment le rôle principal, et se retrouve à gérer des dossiers administratifs qui sont colossaux. On reviendra après, je crois, sur l'histoire des inspections, tout ça. Et donc, moi, je leur tire mon chapeau. J'en profite ce soir et je leur dis de vive voix aussi quand je les rencontre, parce qu'aujourd'hui, être directeur ou directrice EHPAD, c'est extrêmement compliqué. Ils sont en permanence en train de vivre des injonctions paradoxales, en fait. C'est-à-dire que les pouvoirs publics nous demandent de faire mieux, généralement avec moins. On nous dit, vous allez négocier ce qu'on appelle dans notre jargon un CPOM, donc un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sauf que le M de moyens n'existe pas. Et on nous rajoute toujours des objectifs. Et à un moment donné, on nous dit, on ne sait pas faire en fait, on ne sait plus faire. Et on arrive à ce stade. Moi, j'avais alerté l'année dernière au niveau de la délégation et aussi au niveau national, la FEAP. On arrive maintenant, ça y est, à des découragements. Au-delà des déficits qui ont été annoncés en 2023, on va y revenir. Aujourd'hui, j'ai au moins en Normandie déjà, ça a été encore confirmé la semaine dernière, 2 démissions de jeunes directeurs qui jettent l'éponge parce qu'ils sont écœurés par ce métier. Et donc, comment tu arrives à accompagner ces jeunes qui démissionnent et quand ils ont donné leur démission, est-ce qu'ils t'ont dit vers où ils allaient aussi? Alors, petite précision, ils n'ont pas démissionné de la fondation que je dirige, hein. Ils ont démissionné de leur organisme gestionnaire au niveau régional. Par contre, organisme gestionnaire qui adhère à la FEAP. Donc moi, dans ces cas-là, mon rôle en tant que délégué régional, c'est de les soutenir, c'est peut-être de trouver une solution, une alternative avec eux et avec l'organisme gestionnaire, leur gouvernance, leur conseil d'administration, parce que là, pour le coup, la FEAP ne peut pas décider pour eux, mais on peut en tout cas les conseiller, les aiguiller. Et l'idée, c'est aussi qu'ils se rapprochent du siège social de la FEAP à Paris, qui est là aussi pour conseiller. Maryse, la directrice de la communication, évoquait encore récemment l'application qu'elle a mise en place sur Santé Compagnon. C'est venir en soutien. C'est une appli qui permet aux soignants, mais aussi aux dirigeants, de trouver un lieu pour parler et être soutenus par éventuellement des professionnels spécifiques liés et qui connaissent bien notre métier. Oui, parce qu'il y a la question des résidents, mais il y a aussi la question de ceux qui les accompagnent, hein, évidemment. Tout à fait. De toute façon, des salariés ou des directions, et ce que je dis est valable aussi pour les soignants et les personnes qui accompagnent les professionnels, des personnes qui ne sont pas bien ou qui sont dans des situations compliquées au travail pour différentes raisons, forcément, ça a un impact sur la qualité d'accompagnement et de soins auprès des résidents. On en reparlera tout à l'heure de ça c'est sûr. Et tu sens, pour terminer là-dessus, mais après on pourra aussi y revenir pendant la discussion, est-ce qu'il y a du coup, ces personnes, ces jeunes qui démissionnent, est-ce qu'ils ils ont l'envie aussi de changer de secteur? Parce que c'est quelque chose qu'on voit à peu près dans tout le champ médico-social. Alors, pour ceux que je connais, en tout cas, vraiment à l'échelle de la Normandie, à une petite échelle, hein, je n'ai pas du tout la notion au niveau national. Là, c'est des changements radicaux de carrière et de métier. Ok. Mais on va essayer d'apporter un peu de positif. Vous m'avez demandé de témoigner. Bah oui. Non, déjà, je tiens à souligner que le cocktail est très bon. Hein. Bah merci. Il a été fait en collaboration avec Barbara, qu'on embrasse et qui est derrière le chat, et qui a rejoint récemment La Fabrique en tant que journaliste. Et donc voilà, on voulait commencer par discuter aussi de l'état des lieux du grand âge en France. Et alors qu'on sait que, tu vois, un tiers de la population française aura plus de 60 ans en 2050, donc ça pose quand même pas mal de problématiques. Mais c'est notre futur, hein. Oui. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Et comment vous analysez ces chiffres-là qui arrivent? Comment on les analyse pour prévoir une projection, par exemple? Clairement, je pense que... Alors, il y a plusieurs solutions pour accueillir et prendre en charge les personnes qui vont vieillir et à l'horizon de 20 ou 30 ans. Moi, je pense qu'il ne faut pas, malgré le scandale qu'il y a eu avec Orpea, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté le fonctionnement des EHPAD. Il y a de très très bons EHPAD, des EHPAD qui fonctionnent très très bien, et c'est la très grande majorité. Moi, je tiens à le rappeler là parce que, alors déjà, il y a 3 styles d'EHPAD. Il y a des EHPAD privés à but lucratif, donc qui
pour lequel il y a derrière un conseil d'administration avec des actionnaires et donc généralement les prix de journée sont beaucoup plus élevés, mais avec souvent des prestations différentes aussi de ce qu'on peut proposer. Il y a le privé solidaire que nous représentons avec des EHPAD avec un prix de journée inférieur et qui fonctionne avec des moyens financiers de la CPAM sur décision de l'Agence régionale de santé et des départements. Et puis il y a un troisième financement qui vient des résidents et qui est variable d'un département à l'autre. Okay. C'est la même chose, c'est le même fonctionnement sur les EHPAD publics, soit rattachés à l'hôpital public, soit rattachés à des communes, à des fonctions territoriales. Ce que je voulais dire, c'est que malgré le scandale, les EHPAD ne sont pas à bannir. Il y a de très très belles choses, et moi je le vois bien au quotidien dans la fondation, mais aussi chez les collègues, quand je vais rencontrer d'autres collègues sur leurs associations. Il y a de très très beaux établissements, les gens sont souriants, ça se passe très très bien. Et c'est vraiment la grande majorité, parce que les professionnels sont très soucieux de la qualité de leur accompagnement, de leurs soins, et les directions aussi. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit tout de suite, on est dans un système extrêmement fragile qui est au bord du gouffre, puisqu'il y a vraiment un réel manque de moyens financiers et aussi un gros problème d'attractivité. Donc, par rapport à la démographie et à tout ce qu'on vient de dire, je pense que l'EHPAD, ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions qui commencent à apparaître un petit peu en France. Hein. Il y a l'habitat inclusif, auquel on croit beaucoup. On a toute une partie là-dessus. Donc tu prends de l'avance. Tu prends de l'avance sur les initiatives qui se développent en France, justement pour compléter les EHPAD. C'est ça. Mais on voulait commencer quand même à parler de... Enfin, on l'a commencé à l'évoquer, mais les scandales des EHPAD, c'est vraiment ce qui a marqué aussi le secteur. Je dirais, pour parler familièrement, on a tous trinqué, en fait. Parce que, en fait, le grand public a mis... cette situation a mis le doute sur tous les secteurs, sur tous les organismes, qu'ils soient privés commerciaux, privés solidaires ou publics, en fait. Or, c'est loin d'être le cas, en fait. Mais justement, parce que par rapport à ça, il y a Ella Kerieff, si j'écorche pas son nom, qui avait dénoncé les conditions de vie des patients, enfin des résidents, dans ces institutions-là, dans un épisode d'Envoyé spécial. Ouais. Elle, c'était lanceuse d'alerte. Et en fait, ça avait eu des conséquences dramatiques sur son travail, puisque finalement, l'EHPAD dans lequel elle était en période d'essai a mis fin à son contrat. Le lendemain, d'ailleurs, je crois, de l'émission... et que la boîte d'intérim aussi a annulé ses missions. Et donc, d'ailleurs, on voit un bout de... Oui, on voulait te partager et te faire réagir sur une interview, un bout d'interview qu'elle a donné à Brut il y a maintenant quelques années. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où ces entreprises, ces grands groupes, ils calculent même le grammage alimentaire pour les résidents. Vous avez 50 grammes pour l'entrée, 100 grammes pour le plat. Au goûter, c'est une madeleine, un sirop de fraise. Et quand il y a du sirop, parce que parfois c'est de l'eau, c'est des personnes qui sont abandonnées dans ces maisons de retraite. Donc cette personne travaille dans un EHPAD privé commercial. Hein. Oui, elle travaillait, je crois, dans un EHPAD privé commercial. Oui, parce qu'elle décrit, moi je ne connais pas l'affaire, mais ce qu'elle décrit, si c'est vrai, c'est extrêmement choquant. Ce n'est pas possible. Et c'est tout le problème de notre activité et du maintien de la qualité dans nos EHPAD, justement, qu'ils soient privés commerciaux, privés solidaires ou privés ou publics. Il faut... alors là, la problématique est encore différente parce que derrière, il y a des actionnaires. Et si j'ai choisi le privé solidaire, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, je pense qu'il en faut pour tous les goûts et pour tous les choix. Je respecte parfaitement des familles et des résidents qui voudraient aller vers ce type d'établissement. Et je veux pas opposer les différents modèles.
économique parce que je ne suis pas là pour ça. Pour autant, moi, je défends le privé solidaire ou le public parce que c'est vraiment des modes de fonctionnement et des modes de financement très clairs. Et on sait que lorsqu'on a... Alors, on n'a plus d'excédent, malheureusement, aujourd'hui, dans le privé solidaire ni dans le public. Mais si on avait, ou très peu en tout cas, mais si on avait des excédents, ils ne sont pas reversés aux administrateurs, encore moins aux directions. Ils sont reversés dans le fonctionnement structurel de l'établissement. Alors, soit pour augmenter les ratios d'encadrement, donc créer des postes, soit pour acheter du matériel, soit pour embellir ou rénover les bâtiments. Ça, c'est vraiment notre fonctionnement sur le privé solidaire comme sur le public hospitalier. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Enfin, bon, nous, on connaît depuis quelques années l'existence de cette troisième modalité qui existe dans le secteur de la santé, parce qu'on connaît bien évidemment les hôpitaux public et le privé, mais on connaît beaucoup moins en fait ce que représente la FEAP. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails, parce que on a tous les deux fait des études de médecine et Émilie les continue et dans nos études on ne nous a vraiment pas du tout parlé de ça. Je sais pas trop si dans les autres études de santé c'est un peu plus clair, j'imagine un peu plus, mais c'est vrai que ça reste je vais être assez simple. À la FEAP, dans l'environnement que nous avons à l'échelle nationale sur les structures hospitalières, médico-sociales et sociales, vous êtes médecin, donc vous maîtrisez bien les thèmes quand je vous parle de MCO. Pas sûr, mais... Quand je vous dis MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, vous connaissez. Quand je vous dis SSR, maintenant ASMR, soins de suite, soins de suite médicalisés et de rééducation, vous savez de quoi je parle. Dans le privé associatif, on fait la même chose que dans le public, en fait. Et par contre, à beaucoup d'endroits, sur différents territoires, nous sommes complémentaires en fait entre les établissements de la FEAP et le public. Je vais prendre l'exemple de la Normandie que je connais quand même assez bien. Des enfants accueillis dans les 2 centres de rééducation que je dirige sont d'abord accueillis au CHU de Caen ou à Necker ou au niveau des hôpitaux parisiens. Ils sont opérés et ils arrivent ensuite dans nos établissements pour de la rééducation sur du long terme. Et donc, on fait le même métier, on a les mêmes professionnels, on a des médecins, on a des rééducateurs, on a des infirmiers, comme au CHU, comme dans les hôpitaux que vous connaissez. Mais on est privé solidaire. Enfin, on est dans un modèle économique privé solidaire avec une convention collective qui est la FEAP. Et c'est aussi un élément important à souligner, parce que quand il y a eu le Covid et que le gouvernement a décidé de revaloriser tous ceux qui étaient applaudis à la fenêtre ou sur les balcons parisiens, eh bien, c'est l'hôpital public qui a été revalorisé, alors qu'on fait le même métier. Les infirmières, les aides-soignantes, dans ma fondation, ils font tous le même métier que l'hôpital du coin qui est public. Et on a fait partie des oubliés du Ségur. C'est resté 3 ans, hein, l'intitulé « Les oubliés du Ségur ». Pourquoi ? Parce qu'on est privé solidaire, on n'aurait pas droit à la même revalorisation que le voisin qui fait le même métier que moi, en fait. Il nous a fallu 3 ans. Hein. Alors, sur le sanitaire, c'est allé plus vite, mais il a fallu pleurer, il a fallu se mobiliser il a fallu rencontrer les préfets, les directeurs généraux d'ARS, la direction générale de la FEAP a rencontré les ministres successifs. Et sur le médico-social, ça a été la même chose. Là, on vient tout juste de verser la dernière prime, alors que dans le public, ils l'ont depuis 18 mois. Alors du coup, là c'est plutôt le côté un peu négatif du privé solidaire, mais moi j'ai l'impression du côté positif du privé solidaire, alors je dis ça de mes petits yeux. Hein, c'est très positif. Non, mais justement qu'il y a aussi un peu cette idée de plus petite structure à taille un peu plus humaine que sur des gros groupes hospitaliers. Il y a des gros groupes, mais c'est souvent plus petit à taille humaine. Mais surtout, pour le grand public, on a une problématique de reconnaissance et de communication sur notre secteur d'activité. L'économie solidaire, ça ne parle pas à tout le monde, et encore moins sur la santé ou sur le médico-social et le social. Ça, c'est clair. Comment dirais-je ? Mais sur le grand public, on en parlera certainement quand on va parler de la campagne médiatique de cet été. Pour le grand public, quand on admet son enfant ou son résident ou son proche dans tel ou tel établissement, qu'il soit sanitaire
ou médico-social, ils ne vont pas regarder s'il est privé ou s'il est public. Et si on leur dit on est privé associatif, ça ne vous dérange pas, voilà les valeurs du projet associatif que véhicule la gouvernance et le personnel, nous disent oui, vous êtes soit privé, semi-privé, soit semi-public. Et non. Oui. Et on a des questions dans le chat. Il y avait Dr Somme qui disait que c'était pareil en pharmacie sur l'aspect manque de considération, pour avoir aussi une vision un peu plus large qui est un peu moins médico-centrée. Et aussi, pour revenir un peu sur le scandale, il évoquait le livre qui est sorti là à la rentrée, qui s'appelle Les Ogres, du même auteur qui a écrit Les Fossoyeurs, donc Victor Castanet. Les Fossoyeurs qui justement mettaient en avant le scandale Orpea. Et est-ce que là, la sortie du livre Les Ogres, ou même la sortie avant des Fossoyeurs, j'imagine que ça a mis vraiment un coup de projecteur aussi sur le secteur. Systématiquement, là, c'est la protection de l'enfance qui est touchée pour le coup. Au sein de la fondation, il se trouve que je dirige une filière, j'ai deux directeurs qui dirigent une filière sociale, et dans cette filière sociale, il y a ce qu'on appelle les antennes d'AEMO, la sauvegarde de l'ordre, la protection de l'enfance. AEMO, c'est pour les aides éducatives en milieu ouvert. Voilà, exactement. Merci. Et donc, moi, je ne l'avais pas, je tiens à le dire. Et donc, ça sème le trouble, forcément. Forcément, parce qu'il y a un amalgame qui est fait, comme pour les EHPAD il y a 2 ans. Et donc, il faut communiquer sur le fait que, non, c'est pas parce qu'il y a un scandale à tel endroit, c'est effectivement inadmissible, il faut vraiment se saisir de la situation. Mais c'est pas pour autant que toutes les structures fonctionnent comme ça. Oui. C'est comme tous les scandales des violences gynéco, tous les gynécologues ne sont pas des agresseurs. Hein. Tout à fait. Mais comment vous ressentez ces répercussions dans le champ ? Comment elles s'incarnent ? C'est compliqué. Alors, on le ressent au niveau de la région, par exemple, quand on échange pas mal avec nos collègues dirigeants, mais aussi à l'échelle de la fondation. On le ressent. Alors, déjà, on est fiers de ce que l'on fait, et nos soignants sont fiers de ce qu'ils font. Ça, c'est important de le dire. Et on est très fiers de ce qu'ils font, parce qu'on sait quelle est la qualité des soins ou des accompagnements qui sont réalisés à tous les niveaux, au niveau de la fondation. On fait des enquêtes, des questionnaires, on a des représentants des usagers, donc on a des moyens de contrôle en interne. Ce qui nous épuise surtout, et qui nous met en colère même, c'est plus que de l'épuisement, c'est de la colère, c'est le fait que dès l'instant qu'il y a un scandale, un bouquin ou un reportage, que je ne nie pas parce que c'est des faits extrêmement graves, l'État répond à cela pour rassurer le grand public par un contrôle. Un contrôle inopiné qui va se faire sur 2 ans. Et là, c'est du matraquage, en fait. Et c'est ce qui s'est passé sur les EHPAD, en fait. L'ARS avait 2 ans avec les conseils départementaux pour réaliser des contrôles auprès de tous les EHPAD. Alors d'ailleurs, déjà, je tiens à nuancer, c'est des contrôles plutôt sur documents. Ils ne viennent pas systématiquement dans les EHPAD. Et après, ils viennent contrôler s'il y a un doute. Mais il y a aussi d'autres contrôles sur d'autres sujets, sur l'hygiène, sur le logistique. Il y a un autre contrôle, alors non pas cette fois-ci de l'ARS, par exemple, peut faire 2 contrôles en 3 mois d'intervalle avec le conseil départemental sur nos établissements. Il y a la Haute Autorité de Santé qui fait un contrôle aussi pour venir mesurer les écarts entre le réglementaire et la réalité de terrain. Ils contrôlent quasiment parfois 80% des mêmes outils qui ont été contrôlés auparavant. Hein. Et puis là, on voit que la Cour des comptes ou la Chambre régionale des comptes opère des contrôles aussi. Alors aujourd'hui, c'est sur le médico-social enfant. Demain, ça va être sur les EHPAD aussi, d'après ce qu'ils nous ont évoqué. Ça fait partie des objectifs nationaux. Donc 4 contrôles pour un seul et même établissement et pour un pilote qui est épuisé. Voilà. Donc j'imagine que tout ça, ça transforme aussi, on va dire, l'état d'esprit du lieu, que ça met une certaine forme de pression à tous les étages et qui se répercute aussi sur les soignants. Ça fragilise tout le monde, jusqu'au personnel soignant et aux personnes. Et puis c'est surtout que c'est beaucoup de temps consacré à répondre à ces contrôles.
Je ne suis pas contre les contrôles, hein, mais ils doivent être faits, à mon sens, faits complètement différemment et centralisés. Mais ça mobilise énormément de monde, énormément de temps, et c'est du temps en moins auprès du patient. Et moi, j'avais une question aussi sur un peu la question de la bientraitance, ou plutôt éviter la maltraitance dans les EHPAD, par exemple. Nous, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a un peu cette question du nombre qui est un peu un des problèmes phares. Hein. Quand on voit, par exemple, qu'on a une infirmière pour 30 résidents, ce genre de choses. Et moi, je me posais cette question de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir, c'est pas juste une question de quota, mais se dire, pour que ces choses fonctionnent, il faut forcément tant d'infirmiers ou tant d'aides-soignants, et on ne pourra pas fonctionner à moins. Je suis d'accord avec toi. Je pense que dans la loi grand âge qu'on attend tant, qui est systématiquement reportée, on repousse le problème crucial des moyens. Et dans les CEPOM qu'on veut nous faire signer ou qu'on veut négocier en nous rajoutant des objectifs sans le M et sans les moyens, c'est reporter le problème. Moi, aujourd'hui, dans les ratios à peu près, j'aime pas trop parler pourcentage et ratios, mais la question appelle à cette réponse en tout cas. On est plutôt autour de 0,6, 0,7 taux d'encadrement pour un résident. Il faudrait minimum 0,8. Donc tant qu'on a, je te rejoins, tant qu'on n'aura pas mener une réflexion de fond au niveau national par rapport à tout ce qu'on vient de se dire en plus en projection sur les 20 et 30 prochaines années, on pourra prendre le problème dans tous les sens, on n'y arrivera pas. Parce que les moyens, c'est les moyens pour faire fonctionner la structure, les moyens, c'est pour payer aussi les salariés, c'est de la reconnaissance, c'est arrêter de travailler, on passe un temps fou sur notre problème d'attractivité parce c'est des métiers, ce sont des services, des établissements qui n'attirent pas. C'est le grand mot. C'est le mot magique. C'est le mot magique depuis quelques années dans le système de santé. C'est le moment où il faut boire, on a dit attractivité. Je peux vous assurer qu'on a vraiment un problème, même chez les médecins, donc vous êtes concernés aussi. Et moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que je crois savoir qu'il y a un label qui a été développé qui s'appelle les EHPAD Humanitude. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et qu'est-ce que, sur la suite Est-ce que tu peux même d'ailleurs en parler un peu Je ne maîtrise pas très bien ce sujet, mais effectivement, j'ai des collègues qui ont fait évoluer leur établissement et qui ont proposé des formations auprès de leurs salariés pour atteindre ce label, justement. Donc, c'est un concept d'accompagnement, de prise en charge que je respecte totalement. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec certains critères. Il y a aussi le modèle Carpe Diem qu'on rencontre au Canada, qui est piloté par Nicole Poirier, que j'ai rencontré plusieurs fois et qui vient maintenant former nos professionnels dans nos EHPAD. Et alors, plus particulièrement sur la prise en charge des malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Mais moi, je pense qu'il faut tendre à... Quand il y a des bonnes expériences ailleurs, et il y en a dans différents pays, je pense qu'il faut les prendre. Et tu avais évoqué la loi grand âge. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Et aussi nous parler de la loi Bienveillar, parce qu'on n'y comprend plus grand-chose. Même qu'on s'y intéresse activement, j'avoue que moi, je suis un peu perdu. Est-ce que tu arriverais à nous résumer en 1-2 minutes, c'est quoi ces deux lois et pourquoi on galère? Alors, je ne suis pas un juriste, hein, comme tu le sais, mais la loi mieux bien vieillir ou mieux vieillir, elle a été promulguée cet été et elle évoque surtout, elle met l'accent sur la prévention auprès des personnes âgées sur le risque de perte d'autonomie. Elle met un point fort et des moyens sur la prévention par rapport à la maltraitance, sur l'isolement aussi. Et la loi grand âge, elle, sauf si elle est passée hier soir ou ce matin à l'Assemblée. Non, ou peut-être que non plus. Mais là, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est un grand projet. Moi, je rêve que ce projet se réalise et au moins qu'on se mette autour d'une table pour en parler, justement, pour réfléchir à tout ce qu'on vient de se dire depuis maintenant près d'une demi-heure sur qu'est-ce qu'on fait pour les 30 prochaines années. Et la loi grand âge, c'est vraiment indispensable. Il faut vraiment qu'on se mette autour de la table et que des experts du grand âge réfléchissent à qu'est-ce qu'on fait pour demain, en fait. On parle beaucoup des EHPAD, mais il y a aussi tous les services à domicile. Les associations qui interviennent à domicile sont dans la même situation que les EHPAD aujourd'hui. Elles sont extrêmement fragiles, elles sont souvent en déficit et surtout, c'est aussi, il y a un problème d'attractivité. C'est des métiers qui sont peu payés
peu valorisé, peu reconnu aussi par la société, et donc qui n'attire plus. Alors qu'on prône, et les politiques nationales défendent le fait de rester, et moi je suis plutôt favorable au fait de rester le plus longtemps possible au domicile, mais il faut être accompagné. Bah, c'est vrai qu'on disait que, oui, enfin là on parle du bien vieillir, mais c'est vrai que la question c'est sans être financière, est-ce que c'est vraiment possible? Toi tu as quand même l'air de dire que non. Ça va être compliqué de créer quelque chose, faire quelque chose sans apporter des moyens supplémentaires, je pense. Et On avait encore une remarque de Dr Sam. La population vieillit, mais on a un manque considérable. La population vieillit, mais il y a un manque considérable de la vieillesse. Comment fait-on pour améliorer cette image de la vieillesse et de la dépendance dans ce cas? Et il nous demande, est-ce qu'on va parler d'habitat inclusif? Est-ce qu'il y a des initiatives intergénérationnelles pour changer cette image dès le plus jeune âge? Effectivement, on va finir par cette partie-là sur les différentes initiatives qui existent. Mais c'est bien prévu quand on parle de ça. Mais on voulait aussi parler de vous, ce que vous avez fait à la FEAP, et justement pour répondre à cette question de manque de budget, parce que c'est souvent, c'est un peu la gangrène du système de santé. À la fois, le manque d'argent, certes, mais aussi comment on répartit l'argent. Parce qu'il y a aussi, il faut l'avouer, il y a aussi des guéguerres entre le public, le privé à but non lucratif. Donc chacun essaie de défendre son... Et je dirais aussi qu'il y a une guéguerre, pas que sur une question de budget, mais aussi sur une question de personnel, parce qu'on est sur un pas un fonds, mais je veux dire un groupe limité de personnes sur des territoires. Ouais, et donc l'idée, c'est pas non plus de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Oui, tout à fait. Et donc vous avez cet été fait une campagne justement pour un peu montrer les différentes problématiques qui existent dans le secteur. Et du coup là, on voulait revoir avec toi votre clip de campagne, enfin pas de campagne présidentielle, mais en tout cas campagne de communication. La loi grand âge encore repoussée pour des questions budgétaires. Pyrénées-Atlantiques, 11 nouveaux cas de maltraitance dans un EHPAD. Sandrine, aide-soignante, n'arrive plus à finir ses fins de mois. Mais comment en est-on arrivé là? Nous, à la FEAP, on est plusieurs milliers. Ce qui nous fait lever le matin, c'est la qualité de vie de nos aînés. Prendre soin d'eux aujourd'hui, c'est prendre soin du monde de demain. Mais rien ne bouge. Manque de moyens, manque de personnel, 28 résidents d'un EHPAD encore mis à la porte. Alors, on voulait crier très fort. Et après avoir crié, on a trouvé une idée pour faire bouger les lignes, pour réveiller les esprits endormis. On s'est dit qu'on allait envisager le pire, tout laisser tomber, tout brader. Parce que nous, aux avant-postes, on voit bien que dans pas longtemps, tout va disparaître. Alors, on a fait des fausses petites annonces pour une vraie cause. Et on les a diffusées à des millions de personnes. On a commencé en se bradant nous-mêmes, en proposant nos services. Jardiniers, dog-sitters ou déménageurs. Puis, on a fait semblant de brader le foncier. Et pour finir, liquidation de tout le matériel. Alors, ensemble, faisons en sorte que ces fausses petites annonces d'aujourd'hui ne deviennent pas la réalité de demain. En 2050, nous devrons nous occuper de 2 fois plus de personnes en perte d'autonomie. S'il vous plaît, notre message, partagez-le et demandez à vos élus d'agir. Vidéo plutôt sympathique. On ne s'attend pas forcément à voir ce genre de vidéo de la part d'une fédération. C'est ça, l'économie sociale et solidaire. C'est ça. Est-ce que ça a eu déjà, pourquoi cette idée de... Vous êtes passé par Le Bon Coin, non, je crois? Oui, entre autres, plusieurs médias. Et après, plusieurs médias privés, presse écrite et audio, télévision, nous ont beaucoup sollicité. En fait, pourquoi? Ça fait près de 2 ans qu'à l'échelle de chaque région, on sollicite la direction générale et la gouvernance de la FEAP pour les alerter sur la situation gravissime des EHPAD.
et particulièrement des petits EHPAD où il y a une association et qui gère un seul et même établissement, où beaucoup d'établissements et de confrères commencent à nous dire, déjà en 2022 et 2023, la situation s'est aggravée, ils nous ont annoncé des déficits colossaux, pour lesquels l'État, comme les conseils départementaux, ne pouvait pas reprendre ce déficit. Donc, c'est pas compliqué. Une petite structure qui est en déficit, qui commence à prélever sur ses fonds propres, qui n'a éventuellement plus de fonds propres à un horizon de 6 mois, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle arrête de remplacer le personnel, elle arrête d'acheter du matériel, elle arrête de faire des investissements, et à terme, elle ferme. Et donc, on alerte depuis 2 ans, et on a alerté la direction générale de la FEHAP pour dire, mais vraiment, sur nos territoires, il y a vraiment de très, très gros soucis. Une étude a été faite à l'échelle nationale sur nos remontées d'informations sur la situation financière de nos établissements, et 75% des établissements FEHAP, EHPAD, l'année dernière, 75% étaient en déficit, mais des déficits de moins 200 à moins 250 000 euros de déficit. Alors, quand c'est un EHPAD qui est rattaché à une fondation ou une grosse association qui a plusieurs établissements, sur le résultat consolidé, on peut toujours plus ou moins bien s'en sortir. C'est dangereux, mais on peut encore s'en sortir un an. Un EHPAD qui est tout seul dans son coin, dans son village, que tout le monde a besoin de cet EHPAD parce que tout le monde se connaît, a vécu pendant 60 ans au même endroit. Et l'association tient à bout de bras cet EHPAD, parce que c'est ça la réalité de terrain, en fait, dans nos villages, à la campagne et en Normandie, mais comme ailleurs. Eh bien, un déficit une fois, généralement, ça entraîne la mort à moyen ou long terme de l'établissement. Et donc, on a voulu faire cette campagne pour alerter le grand public, parce que quand les familles viennent dans nos établissements, ils voient les professionnels qui ont le sourire, les résidents qui ont le sourire, parce que ça, c'est justement, on est transparent, mais on est transparent dans le cadre du Conseil de vie sociale, on donne la réalité à nos élus aussi, nos salariés élus, mais on ne va pas aller dire aux résidents, faites attention, on est à moins, vous allez vous retrouver à la porte. Donc, on donne une image positive, rassurante, mais du coup, le grand public ne voit pas ça, ne voit pas la situation en fait. Et donc l'idée de la FEHAP nationale, et auquel j'ai complètement souscrit, c'était de marquer un grand coup et de dire là aujourd'hui, on va mettre des EHPAD que nous gérons, du matériel que nous gérons en vente. C'est une fiction et demain c'est vrai. Et du coup, à combien t'as vendu tes EHPAD ? Quel est le prix de ton EHPAD ? Il est inestimable. Ils sont inestimables. Bonne réponse. Et ça nous amène justement à la question, c'est que souvent on dit que la santé n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Et que donc, comment aujourd'hui on envisage aussi cette question de rentabilité dans ces établissements de soins. Ouais. Et je dirais aussi d'ailleurs, c'est parce que là on parle de déficit pour des gens qui, je pense, ne sont pas forcément à l'aise sur ces questions de gestion financière, mais c'est aussi... C'est-à-dire beaucoup de personnes. Ce qui est à dire probablement la majorité des personnes, professionnels de santé d'ailleurs y compris, c'est comment est parti le budget d'un EHPAD, comment on inclut cette question de rentabilité, et puis aussi parce que, je te pose la question, parce que souvent le reste à charge, l'hospitalisation, enfin de la prise en charge, peut être parfois très élevé pour les familles, et c'est quelque chose, je pense, qui est compliqué aussi à comprendre par rapport à ça. Oui. Et je rajouterais, pourquoi on ne sort pas de cette question de la rentabilité ? Exactement, mais je pose la même question. Moi, on peut finir fin de l'émission alors. Moi, je vais finir mon verre. Comme vous le savez, dans le privé solidaire, ça ne veut pas dire qu'on jette l'argent par les fenêtres, mais on est privé solidaire, donc on fait ce métier dans l'intérêt des patients, des résidents. On ne jette pas l'argent par les fenêtres. Avec les dotations que nous avons, nous essayons de faire au mieux. Aujourd'hui, cette campagne nous informe qu'on ne sait plus faire, on ne peut plus faire. On nous rajoute toujours des objectifs supplémentaires, des injonctions complètement paradoxales. Avec moins de moyens, on ne sait pas faire. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut mal gérer et puis laisser partir. C'est quand même de l'argent public. On est quand même tous responsables. Je reviens au sujet précédent, c'est que je pense qu'il faut réfléchir à la loi. Sur la loi grand âge, c'est ça. C'est comment est-ce qu'il ne faut pas revoir le modèle économique et le modèle de fonctionnement de nos établissements ?
qu'ils soient privés, solidaires ou privés ou publics. Je pense qu'il faut passer par là, parce qu'on reverra à la fois la structuration financière, les déficits qu'on a évoqués, mais aussi le taux d'encadrement, les moyens réels que l'on veut donner aux EHPAD. Et si on veut travailler sur le grand âge dans les 10, 15, 20 ans à venir, ce n'est pas que les EHPAD. C'est demain, qu'est-ce qu'on veut de nos services à domicile pour que les personnes âgées qui veulent rester au domicile, parce qu'en plus, ça coûte moins cher à la société, qu'est-ce qu'on donne comme moyen aux services d'intervention à domicile pour réaliser un travail décent. Mais justement, on disait aussi qu'il y avait une problématique aussi d'attractivité des professionnels qui interviennent à domicile, ou qui font partie des soignants au sens large. Et il y a un peu cette question aussi donc, de la rémunération de ces professionnels, et qui est aussi parfois une réponse au fait que les personnes n'ont pas forcément envie d'investir le milieu de la santé par rapport à ça. Moi, j'avais vu un article qui disait que pour répondre à cette question assez vaste sur le vieillissement de la population, on aurait besoin d'environ 400 professionnels. 400 000. 400 000, pardon. Parce que 400. 400 000, excuse-moi. 400 000 professionnels qui seraient donc à recruter d'ici 2030. Alors que donc là, dans le dernier PLFSS 2025, le PLFSS, on le rappelle, donc c'est le projet de loi de financement et sur la sécurité sociale, prévoyait, il me semble, 6 500 postes, quelque chose comme ça. On n'est pas loin, je pense. Ben voilà, 400, 6 500, voilà, 400 000, on dépasse, c'est question de zéro. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette crise si on manque autant de moyens, là on parle de moyens financiers, mais des moyens humains? Comment on va faire? Mais c'est toute la question. Je pense que... Alors, on a bien conscience à la FEHAP de la situation, et en tant que gestionnaire de la situation de la France. Mais je pense que c'est une question de priorité, en fait. Alors, quand je dis ça, c'est très facile à mon niveau. Je ne suis pas politique, je ne veux pas le devenir. Mais j'ai quand même été élu au niveau de la région pour défendre notre secteur d'activité. Je sais ce qui va, je sais ce qui fonctionne bien, je sais ce qui fonctionne moins bien. On donne des idées. À un moment donné, il faut qu'on soit entendu aussi. Et que, à mon sens, tout ne doit pas se décider de là-haut. Il faut que ce soit des gens qui connaissent bien le domaine d'activité, nos problématiques, pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que clairement, la campagne de presse, c'était de la fiction. Mais là, j'ai lu un article il y a 15 jours d'un département limitrophe de là où j'habite. Il y a un EHPAD qui ferme ses portes parce qu'il n'a pas pu entretenir. Alors, je ne connais pas vraiment le fond du problème, mais les résidents ont été transférés en urgence parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Les résidents sont transférés en urgence dans l'hôpital du coin parce qu'ils ont fermé 2 services, donc on les met là en attendant. Et c'est à la fois un manque de respect par rapport aux personnes âgées. Ils sont complètement délocalisés. Et peut-être qu'on aurait, je dis bien peut-être parce que je ne connais pas le fond de ce problème, mais pour cet établissement en tout cas, on aurait peut-être pu anticiper et donner les moyens qu'il fallait pour rénover et faire en sorte que l'établissement soit sécuritaire. Oui, et puis d'autant plus que des hospitalisations de ce type-là dans des structures hospitalières, c'est un énorme problème parce que pour avoir travaillé, moi, dans des services de gériatrie, en fait, c'est aussi des places, du coup, qui manquent d'hospitalisation complète puisqu'on est dans l'attente d'un EHPAD, comme on peut être dans l'attente d'un SSR pour d'autres... Et dès qu'on peut transférer rapidement une personne âgée dans un EHPAD pour éviter d'emboliser un lit parce qu'on est sous tarification à l'activité, c'est aussi ça le problème. Oui, tout à fait. Donc ça revient à la question... On a mis 50 minutes à parler de tarification à l'acte. Ça va. On va faire bientôt le bingo, tarification à l'acte. Mais nous, on aime bien poser des questions qui obligent à prendre un peu de recul et avoir moins cette vision financière et économique. Et pour toi, vu que tu es dans le secteur, pourquoi tu penses que c'est à ce point-là difficile de faire en sorte que ce sujet du grand âge soit un sujet sociétal important, que les différents élus prennent cette question à bras-le-corps, sachant qu'en plus, ils sont plutôt dans le grand âge, donc ça devrait être facile pour eux. Ils vont s'y approcher, en tout cas, ils s'y approchent bien. Quand on voit aussi que c'est quand même aussi les retraités qui votent le plus, enfin tout ça, ça pose quand même des questions sur qu'est-ce qui se passe, en fait. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais j'ai ma réponse, en tout cas. C'est la tienne qu'on veut, vu qu'on t'a en face. C'est vraiment une question de fric. Voilà. C'est-à-dire de courage, de courage de prendre des décisions pour vraiment financer le grand âge et tous les modes de prise en charge. Puis après, il y a aussi une question de vulnérabilité, que c'est des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer elles-mêmes
du fait que sinon elle ne serait pas forcément dans cette institution. Mais par rapport à ça, est-ce que tu vois dans tes différents établissements des seniors qui s'organisent eux-mêmes en association pour essayer de faire aussi porter leur voix? Parce que nous, on aime bien regarder tout ce qui se passe au niveau du partenariat patient. Est-ce que ça existe aussi du côté... Alors c'est tout récent. J'ai un EHPAD... je vais peut-être pas le citer là parce que la directrice, ma collègue, voudrait peut-être pas que je le cite tout de suite, mais alors, je trouve ça très intéressant. Le conseil de vie sociale de l'EHPAD que nous dirigeons a émis le souhait effectivement de monter quelque chose autour de cette problématique pour défendre la cause de l'EHPAD justement et plus largement après des EHPAD à l'échelle nationale. Et c'est bien que ce soit porté aussi par des représentants des usagers. Parce que nous, gestionnaires, on nous dit bah ouais, vous êtes jamais content, vous avez jamais assez d'argent, commencez par faire des économies. Et donc, c'est bien que ce soit d'autres voix, justement. Et juste par rapport à ça, il y a la maison des Baba Yaga qui existe. Je ne sais pas si tu connais. Alors je ne serais pas capable de dire si c'est spécifiquement un EHPAD ou pas, mais c'est des résidences pour des femmes seniors qui ont eu un engagement associatif par le passé. Donc c'est les critères d'entrée pour intégrer cette institution et qui justement favorisent la vie en collectivité pour des femmes seules. D'ailleurs, on rappelle que les femmes souvent ont une espérance de vie d'ailleurs plus longue. Sous forme de colocation ou habitat inclusif? Non, en habitat inclusif. Et on avait une remarque dans le chat de Kurdan qui avait raté le début de l'émission. C'est dommage ça. Et il nous demandait si on avait fait mention des objets connectés pour faciliter la prise en charge. Non, on n'en a pas fait mention, mais est-ce que justement l'arrivée des nouvelles technologies, des téléconsultes, pour le domicile, oui, c'est bien. Pour le domicile, c'est bien. Alors, je l'ai vu dans d'autres pays fonctionner en plus. Je pense que c'est quand on fait le constat que l'on manque tous cruellement de professionnels, qu'une infirmière ou un médecin ne peut pas aller tous les jours au domicile pour X raisons d'une personne qui est plutôt autonome mais qui peut potentiellement avoir des soucis et qui peut être connectée. Je pense que c'est bien. Et ça fonctionne pour être allé dans différents pays, que ce soit au Canada, Montréal, tout ça, qui sont un peu dans la même situation. Le Japon est un peu dans la même situation que nous en termes démographiques. Ouais. Même pire que nous. Hein. Ouais, et ils ont, mais après une approche différente. Ouais. Ils ont créé des choses. Ils ont mis des choses en place qui sont plutôt à reprendre, je pense, qui sont plutôt intéressantes, qui fonctionnent bien. Avec les petits robots dans les EHPAD. C'est souvent des petits EHPAD. Déjà, c'est pas les gros trucs que l'on peut connaître. Alors, il y en a quelques-uns, mais ils sont plutôt sur la coloc, du petit habitat inclusif. Et puis, c'est un peu comme à la maison, quoi. C'est pas ils ont dépassé le fonctionnement de gros établissements comme on peut rencontrer ailleurs. Vu qu'on parle des alternatives, on va essayer d'aller dans ça, parce que c'est un sujet qu'on a évoqué dès le début. Justement, est-ce que tu peux nous développer autour de ces colocations qui existent de plus en plus, comment ça fonctionne? Alors, au sein de la Fondation, j'en ai pas encore, mais parmi mes collègues, certains le mettent en place. Eh bien, ça permet alors c'est à une petite échelle généralement, c'est pas des gros buildings, mais ça permet à des personnes de se retrouver ensemble, généralement par connaissance ou par habitude de vie. Il y a potentiellement une gouvernante ou quelqu'un qui vient assurer le logistique ou le repas, le ménage. Et ça permet à ces personnes surtout de rompre l'isolement et d'avoir un sentiment de sécurité, parce que si quelqu'un va mal, le voisin est là ou la voisine est là. Et c'est plutôt sur des petits modèles, sur des petits habitats, et je trouve ça très intéressant. Ça permet de rester au domicile, tout en étant, comment dirais-je, dans un univers assez sécurisé, mais surtout pas dans un gros bâtiment qui peut paraître parfois impersonnel pour certains, pour des personnes qui ne voudraient pas aller sur des EHPAD. Ensuite, il y a l'habitat inclusif que je connais, là, pour le coup, dans le département de la Manche. Il y a un EHPAD qui a monté un très très beau projet de 11 maisons. C'est un tout petit village qui n'est pas très loin de Granville. Il y a l'EHPAD et puis à côté, il y a 11 maisons individuelles et les personnes âgées vivent dans ces maisons-là et bénéficient des prestations de l'EHPAD en fait. Et c'est des maisons qui sont au cœur du village. L'EHPAD est au cœur du village et donc il y a une vie vraiment très intéressante. Tout le monde se sent bien dans
cet organisme gestionnaire, en tout cas, piloté par l'association. Après, il y a aussi d'autres exemples d'alternatives. Moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel et au multiservice aussi. On a pu voir à Montréal, j'en parlais juste avant, où l'EHPAD, c'est pas que l'EHPAD. Il y a la supérette du coin, le café du coin, le coiffeur du coin, et ça forme un tout, en fait. Les personnes âgées ne sont pas isolées dans un bâtiment, et il y a la vie des villageois à côté. C'est vraiment un tout. Et tu disais justement comment on ramène sur un lieu de vie, cette vie-là, et pas juste sur la question du lieu de soins. Et en préambule, avant l'émission, on échangeait tous les deux. D'ailleurs, tu peux peut-être en reparler sur la question du bar. Oui. Alors, il y a un autre exemple à Bagnoles-de-l'Orne, ville où j'habite en Normandie. l'EHPAD de Bagnoles, privé associatif et FEAP, adhérent FEAP, est en train de créer, dans le cadre de ses travaux et sa restructuration de l'EHPAD, j'ai appris qu'il construisait, qu'ils mettaient un bar en place au cœur de leur EHPAD. Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que, en fait, on casse les codes, en fait. Et c'est ce que nous allons faire aussi sur les EHPAD de la Fondation. On a pas mal d'idées où on fait venir différentes personnes qui n'auraient pas osé venir dans un EHPAD auparavant. Ça peut être des enfants, une crèche, ça peut être une sortie scolaire avec une activité, ça peut être des animaux aussi. Je pense qu'il faut casser les codes de l'EHPAD isolé, muré. C'est pas une prison, c'est tout sauf une prison. Autant les personnes âgées peuvent sortir, mais autant les villageois ou les habitants du quartier peuvent venir dans cette maison. Oui, c'est comment faire en sorte que l'EHPAD soit... Au cœur de la ville. Oui, au cœur de la cité. Enfin, même pas au cœur, mais en fait, qu'il fasse partie de la cité. Voilà. Alors, on peut créer des tiers-lieux. Il y a différents formats. Hein, mais, ça existe, des tiers-lieux. Ouais, on commence. On n'est pas très en avance, mais on commence. Et en fait, la personne âgée est un citoyen à part entière et peut prétendre à tous les droits qui sont proposés, tous les services qui sont proposés dans le village. Et tu as des exemples, ça, de tiers-lieux Les tiers-lieux, ça commence tout juste, surtout sur le modèle carpédien, où les personnes dans des petites collectivités commencent à sortir de leur établissement, parce qu'avant, tout était fermé. On était même sur des EHPAD très sécurisés, où les malades atteints de maladies d'Alzheimer ne pouvaient pas sortir. Ça commence à bouger, et dans les tiers-lieux, il y a des personnes qui viennent à la journée, par exemple, qui viennent rencontrer des personnes âgées. Ça peut être aussi des enfants qui viennent. Et donc, il y a un brassage de population, en fait. Mais tout ça, ça amène... du coup, ça me fait penser à ce qu'on disait aussi un peu pendant le passage actu sur la démédicalisation des minorités sexuelles et de genre. Et je pense qu'il y a aussi ce processus-là qui est en train de se faire du côté des personnes âgées, d'essayer de démédicaliser ce rapport-là aux personnes âgées. Décloisonner. Oui, voilà. Et c'est là qu'on voit aussi que la santé, elle a quand même tendance à bien cloisonner les choses. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de ça, sur la question de la nutrition. Et même, on parlait de façon plus largement sur le bien-être et la santé mentale aussi des résidents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face aux normes sanitaires qui sont de plus en plus poussées, avec quand même une qualité nutritionnelle qui peut baisser, en tout cas en termes de plaisir, comme c'est quand même la base de l'alimentation. Oui. Toi, tu as des exemples à nous moi, donner par rapport à ça je te le disais avant l'émission, moi je défends, mais vraiment ardemment, la notion de qualité des repas. Bon, déjà parce que j'y crois beaucoup, j'aime manger et comment dirais-je, et quand je discute avec les personnes âgées, avec des familles, aussi dans les autres secteurs d'activité de la Fondation, je vois bien que c'est un vrai sujet et c'est un sujet très important. Je prenais l'exemple avant l'émission il y a 15 ans, l'ARS m'avait proposé, m'accompagner sur un transfert d'autorisation d'un centre de rééducation pédiatrique que je dirigeais, pour le mettre à côté d'un hôpital public à Flers et puis un autre à Caen. Et rapidement, les dirigeants de l'ARS de l'époque m'avaient dit « mais on a des cuisines centrales à l'hôpital, mutualisons ». J'ai défendu ardemment le fait de ne pas mutualiser parce que je savais que la qualité des repas n'était pas au rendez-vous, ou du moins ce que j'estimais n'était pas au rendez-vous.
D'autant que dans ce service de rééducation pour enfants, on accueille des patients atteints de troubles endocriniens et obésité, diabète. Et la rééducation, ça passe aussi par l'alimentation, donc le bien manger. Et au niveau de la Fondation, je mène une campagne avec notre directeur, notre responsable de cuisine centrale de toute la Fondation. Il a pour mission d'apporter la même qualité à toutes les structures de la Fondation. Mais c'est vrai que cette question-là, on parlait donc de la question du médical. Il y a des sujets qui sont peut-être trop médicalisés et je dirais même aussi certains pas assez. Je pense notamment à la santé mentale et aux troubles psychiatriques chez les personnes âgées. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le suicide chez les personnes âgées est un des plus gros, représente en fait une des plus grosses parties du suicide en population générale. En tout cas, c'est ceux qui se suicident le plus, avec une tentative de suicide qui peut aboutir à un suicide. Et ça pose aussi un peu cette question, je trouve, comme je disais tout à l'heure, donc de la question de l'agisme, parce qu'on a tendance à considérer que parce que ces personnes-là sont isolées, donc forcément vont être tristes, ou oui, c'est normal. Il y a des décès dans la famille, il y a des cancers, donc oui, c'est normal d'être triste. Et en fait, ça limite du coup l'accès à des traitements et aussi à la prévention en fait de ces passages à l'acte suicidaire. Et qu'il y avait un peu cette question de se poser, de se demander comment aujourd'hui on peut réussir à faire le lien de façon un peu plus importante entre tous les acteurs de la société autour d'eux. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des équipes mobiles aujourd'hui de psychiatrie de la personne âgée. C'est le nouveau terme utilisé qui permettent aussi de faire le lien entre le médecin généraliste, mais aussi l'hôpital psychiatrique parfois, les familles et les patients. Et d'ailleurs, ça m'amène un peu à la dernière question, une des questions qu'on n'a pas forcément abordées ou un peu de loin, mais c'est la question des familles aussi, qui parfois peut être un sujet complexe sous plein d'aspects. Comment vous arrivez à les inclure dans l'accompagnement des résidents? Est-ce que parfois, c'est quoi finalement les freins qui peuvent exister aussi? Parce qu'on sait que c'est pas forcément évident pour des familles de voir leurs proches arriver dans la dépendance. On a déjà des outils par la loi du 2 janvier 2002. On a quand même le Conseil de vie sociale, donc dans lequel les usagers et donc les représentants de famille peuvent s'inscrire dans la démarche et dans la vie de l'institution et dans la prise de décision de l'institution, de l'EHPAD. Ça, c'est vraiment... Moi, je crois vraiment beaucoup au CVS. Dans notre jargon, on l'appelle le CVS. Je crois vraiment beaucoup à cela parce que on voit bien en fonction des établissements, et moi, comme vous le savez, j'ai des établissements un petit peu sur différents territoires. Il y a des territoires où ça ne bouge pas beaucoup, d'autres territoires où les familles sont beaucoup plus informées, conscientes des situations et vindicatives, notamment les familles dont je vous parlais tout de suite qui veulent monter une association pour défendre la situation du mieux vieillir, justement. Alors, c'est pas simple au quotidien parce qu'on a des familles qui peuvent être, je vais dire très pro, c'est pas leur rôle, qui peuvent être très aidantes et constructives et qui comprennent bien la problématique des EHPAD, et d'autres familles qui sont la société, c'est le reflet de la société aujourd'hui, des familles qui sont aussi dans le reflet de la société, c'est-à-dire c'est moi, c'est ma famille, c'est mes parents, et moi je veux ça, et je comprends pas, et puis vous allez me le faire. Et ça peut être très très mal perçu par les soignants, les personnes qui accompagnent, d'autant qu'elles s'investissent énormément, pensent bien faire. Et donc là, il y a des garde-fous, c'est justement les directions, c'est les CVS, et puis l'équipe d'encadrement, justement, qui temporise. On a rarement des éclats, rarement des plaintes. Et quand il y en a, de toute façon, ça remonte rapidement à l'ARS. Il faut être très transparent sur ces sujets-là. Encore plus avec les affaires qui sont sorties il y a 2 ans. Oui, que donc ça amène aussi à des choses, à des changements. Mais positifs. On sent bien, les gens parfois sont à fleur de peau sur certains sujets. Ça touche aussi aux sensibles et à l'intimité. Et le Covid, la crise Covid, a aggravé cette relation de confiance aussi. Oui, qui a été aussi compliquée. Et d'ailleurs, on parlait des objets connectés. Ça a pu être un des moyens d'ailleurs de maintenir le lien Tout à fait. avec eux.
Là, je crois qu'on approche Oui, dangereusement de la fin. Il est 21h15. 21h15. Et on aime conclure les émissions par des questions sur le futur, même si en fait, on a parlé pas mal du futur. Mais on aime bien parler d'espoir. Et toi, qu'est-ce que tu as le droit d'être utopique, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu espères pour le futur de l'accompagnement des personnes âgées? Alors moi, je suis un éternel optimiste, donc je pense qu'à un moment donné, j'espère qu'il y aura un déclic très prochainement et que des gens intelligents vont se mettre autour de la table et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la situation qu'on a évoquée pendant 1h30 et faire appel à vraiment des experts de la situation, mais surtout des personnes de terrain. C'est remonter... utiliser toutes les difficultés que nous rencontrons sur le terrain et pas s'appuyer sur des ratios, des tableaux Excel au ministère ou dans les départements. Il faut aller voir, il faut venir voir. Et donc moi je suis assez optimiste. Sur l'aspect financier, on connaît la situation de la France, donc, mais ça ne m'empêche pas de rêver. Et sur l'aspect attractivité, moi je pense que on n'est pas soignant par hasard. J'ai été moi-même infirmier pendant des années, donc j'y crois et j'ai envie d'y croire parce que c'est quand même très valorisant de travailler autour de la personne humaine et de faire en sorte qu'elle ait un meilleur environnement et une meilleure santé. Donc je suis assez optimiste, mais... c'est pas ce que je vous ai dit pendant 1h30. Oui, non, c'est pour ça qu'on voulait conclure là-dessus. Est-ce que tu as, de manière un peu plus large, c'est quoi aussi l'espoir que tu as pour le système? Il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça bouge sérieusement. Okay. Si ça bouge pas, on va dans le mur. Et alors justement, nous on aime bien aussi conclure par des questions qui sortent un peu de la question juste de la santé. On parlait de bouger, mais toi, quelle musique tu mettrais à des résidents d'EHPAD pour les faire bouger? Alors moi, je mettrais comme musique, j'ai découvert ça récemment, une musique, ça s'appelle Rap pour les vieux. Et c'est la fondation Partager Vie avec les éducateurs, le personnel soignant qui a créé ça à Dieppe. Et je trouve ça génial. Et ça fait à la fois bouger les vieux, ça fait bouger les jeunes, les soignants. Et ça crée en plus une certaine synergie entre les différentes personnes. Et c'est assez dynamique et je trouvais ça super sympa. C'est quel type de rap? C'est NTM ou c'est plutôt Orelsan? C'est plutôt... C'était plus tranquille. Ouais, plus tranquille. Et est-ce qu'il y a un film préféré que tu recommanderais aux résidents? Oui. Alors, je suis pas... comment dirais-je Oui, très spontanément, il y a un film qui m'a touché pendant des années. Je l'ai revu récemment parce que le handicap me touche de près et puis tout ce que je fais depuis des années, je ne le fais pas par hasard. C'est intouchable. Alors, je sais que je suis pas... C'est pas... Un film peu connu, hein. c'est pas comment dirais-je... c'est un film très, très connu. Je ne suis pas original, c'est ça que je voulais dire. Mais au-delà de ça, ce film, ça met en avant aussi un sujet qu'on aborde au sein de la Fondation, c'est l'autodétermination, respecter l'autodétermination des personnes handicapées et des personnes âgées. Et ça peut se faire que si on a des personnes, si on est bien entouré, si on a un aidant ou des aidants. La question des aidants est vraiment fondamentale. Et je trouve qu'Intouchable, au-delà du film, du cliché qu'on peut tous envisager, je trouve qu'il est percutant par rapport à tout ce qu'on vient de dire, justement. C'est ce rapport intime au handicap qui t'a amené à faire ce que tu fais là, à être soignant, puis après directeur. Oui. Et puis vraiment le privé solidaire aussi qui est venu dans un second temps. Mais je ne concevais pas, quand j'ai entendu parler à la PHP de PMSI, de tarification à l'activité, je me suis dit, mais j'ai pas fait infirmier pour faire ça, moi. En fait, ça m'intéresse pas. Alors, malgré tout, je le fais quand même aujourd'hui, sous un autre angle. Et j'accompagne, justement. Mais comment dirais-je, c'est venu toucher un peu, c'est venu toucher mes valeurs, en fait. Passer beaucoup de temps à remplir des tableaux Excel pour savoir si on va être payé, si l'hôpital va être payé à la fin du mois ou pas, alors que j'ai un patient mourant dans le box de réanimation pédiatrique, parce que ça a été mon quotidien pendant 7 ans.
je trouvais que là, il y avait un gros décalage, quoi, et je supportais plus. Et là, aujourd'hui, tu t'es reconnecté à tes valeurs? Oui. Et puis, je pense que malgré la tarification et malgré ce qui se met en œuvre sur le sanitaire comme sur le médico-social, parce que le Séraphin PH va arriver aussi sur le médico-social, le système de financement, je pense que là, pour le coup, dans les missions que j'occupe et d'autres, à mon humble niveau, on peut quand même contribuer à améliorer quand même ce que le ministère ou la DGOS voudrait nous mettre en place quand même. On est dans une démarche participative. Et du coup, comment garder ces valeurs? Comment garder ces valeurs? C'est surtout d'être vigilant lorsqu'il y a un conseil d'administration et que on se dit on va pas y arriver là, on est sur un budget prévisionnel, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Est-ce que proposition du conseil départemental que je ne citerai pas, on pourrait pas rajouter 7 ou 15% d'éléments variables sur le prix de journée? Mon cerveau il est parti là. C'est quelque chose qui nous interpelle tous dans le privé solidaire. Et tu penses que... Puis après, on va conclure, mais vu qu'on arrive à toucher à troisième œuvre aussi. Oui, j'ai pas oublié. Mais vu qu'on arrive à toucher un peu à l'intime, et ce qu'on recherche aussi avec cette émission-là, est-ce que tu sens que aussi, tu vois, ton parcours d'infirmier en tant que directeur, ça t'aide aussi à y voir plus clair et ça te ramène à, tu vois, cet aspect viscéral du soin? Oui, quand quelqu'un... moi, je suis entre les deux, justement. Quand je connais les consignes du gouvernement, du ministère ou de l'Agence régionale de santé, que je côtoie quand même assez fréquemment du fait de ma fonction politique, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec qu'est-ce que ça va donner dans le service avec les soignants. Moi-même qui ai été soignant, donc effectivement, ça m'aide beaucoup. Ouais. Et que donc, en tant que gestionnaire, tu te considères comme soignant? Les deux. Au sens large? Les deux. Et alors du coup, pour finir, finalement, l'œuvre médicale que tu adores pour mieux comprendre ton métier, ou qui t'a touché, qui t'a le plus marqué? Ouais, ou alors s'opposer à ce que je viens de dire aussi, venir confronter ma vision. Alors moi, j'ai été bluffé par le tableau de La science et la charité de Picasso à Barcelone. Puisque, en fait, alors déjà, j'ai eu vraiment des émotions quand j'ai vu ce tableau. J'irais bien le revoir volontiers. À la fois, il représente la santé, il y a un siècle en France, où il y avait le soignant, le patient, bien, bravo de trouver aussitôt, et la religieuse, ça représentait quand même le fonctionnement de nos hospices, il y a un siècle et demi, on va dire. Alors c'est vraiment un tableau que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans les profondeurs. C'est ce tableau. C'est ce tableau-là, ouais, bravo. Pour autant, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, je pense que c'est exactement tout le contraire de ce que ce tableau peut renvoyer, parce que quand on est infirmier, quand on est médecin, on aime notre métier, on ne le fait pas par hasard, certes, mais on ne le fait pas par vocation, et encore moins de vocation religieuse. Et ça appelle à tout ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que soyons reconnus pour les justes valeurs et notre métier et notre formation et nos qualifications par rapport aux soins que l'on prodigue ou à l'accompagnement que l'on apporte à la fois aux patients, aux résidents et aussi aux jeunes enfants accompagnés dans le social. J'avais envie de dire, c'est ce qu'on disait lorsqu'on faisait l'école d'infirmier, la vocation c'est terminé. Bon, c'est peut-être un peu radical, mais on ne fait pas ces métiers-là que pour la vocation. Et pour toi, qu'est-ce qui remplace alors le mot vocation? Parce que ça, c'est une question fondamentale qu'on se pose à la fabrique depuis le début. Moi, je pense que, et là pour le coup c'est mal parti avec tout ce qu'on s'est dit, mais moi je pense que c'est le temps consacré auprès du patient et l'accompagnement. Et là, aujourd'hui, c'est très compliqué à mettre en œuvre, pour le coup. Eh bien, toi, est-ce que tu as aussi une œuvre à nous recommander par rapport à ce sujet-là? Écoute, j'avais pas réfléchi. T'as pas une œuvre Arte qui te traîne dans la tête qui parle... Parce que Émilie est une très grande consommatrice d'Arte. Non, je dirais qu'il y avait le film Amour, que j'avais trouvé très intéressant sur la question de la dépendance.
et l'entrée aussi dans la maladie et aussi la place de la famille. Je ne l'ai pas encore vu, je n'ai toujours pas vu. Ah bah. J'essaierai de le regarder sous peu. Vous me direz ce que vous en penserez. Moi, il y a un documentaire qui m'a beaucoup touché. C'est Les Invisibles de Sébastien Lifshitz, qui est un documentaire qui est sorti en 2012 et qui est en fait un documentaire où c'est des portraits de couples de personnes âgées, homosexuels, soit gays, soit lesbiens, et qui, du coup, parlent de leur vie. Ah oui, je l'ai vu. Et qui est vraiment super parce qu'en fait, on a très peu cette vision-là. En fait, on a un peu cette impression que l'homosexualité, elle existe depuis 40 ans. Et du coup, en fait, voir des personnes âgées heureuses qui nous racontent en fait comment elles ont traversé aussi le XXe siècle avec cette question-là, qui n'a pas forcément eu que des difficultés, qui a aussi beaucoup d'amour, etc. C'est un film qui m'a énormément touché. Puis aussi, au-delà de la question de l'orientation sexuelle, ça pose aussi, ça rejoint ta recommandation culturelle. Enfin, la question de l'amour aussi pour les personnes âgées, qui est une question aussi complexe. Comment on arrive à entretenir l'amour au bout de tout ce temps, comment aussi on peut potentiellement retrouver l'amour soit après une rupture, soit après un décès. Donc voilà, ce serait ma petite recommandation culturelle. Si tu as un dernier mot, Didier, c'est maintenant, où tu peux te taire à jamais. Merci à vous deux. Merci à toi. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à nos différents réseaux sociaux. Je ne vais pas tous les citer parce que ça fait baisser les chiffres si j'en cite certains. On est partout. Voilà, partout. Voilà. Globalement, on est partout. Abonnez-vous partout et je vous donne rendez-vous le 10 décembre. Du coup, on a une petite pause de 3 semaines pour le 3e épisode de Santé. Mais par contre, celui d'après arrive la semaine d'après, le 17 décembre. Donc, suivez-nous sur les réseaux. Et merci encore à Didier, merci à la FEAP qui a aidé au financement de cette émission-là. Et merci Émilie, parce que c'était notre première fois. Mais oui, pas la dernière. Pas la dernière. Au revoir. Merci.